Bonjour, nous sommes à la Fête de l'Humanité de Poitiers à Biard, le 31 mai 2025. Nous avons déjà enregistré 2 débats, un sur la sécurité sociale et un autre sur les centres de soins locaux. Et là, nous faisons un petit peu le tour de quelques stands et nous sommes avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Donc tu es sur le stand de l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants. Donc peux-tu nous expliquer qu'est-ce que cette association ? Alors l'ARAC, c'est une association républicaine des anciens combattants, comme ça a été dit, qui a été fondée en 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale, par 4 personnes qui sont très connues, Raymond Lefebvre, Henri Barbus, Georges Bruyère et Paul Vaillant-Couturier. Ça a été une des plus grosses associations des anciens combattants. De l'entre-deux-guerres en fait. Ça a été vraiment une très grosse association qui milite pour la paix, qui milite contre le fascisme aussi, c'est très important, et pour la liberté. C'est une association qui porte des valeurs et qui se renouvelle en ce moment dans la Vienne, mais aussi en France, qui est de moins en moins tournée vers les anciens combattants, puisqu'il y a de moins en moins d'anciens combattants encore en vie malheureusement, et qui de plus en plus se tourne vers des objectifs de promotion de la paix, de lutte contre le fascisme, et de paix entre les peuples. Donc tu veux dire que c'est une association qui est à la fois dans la mémoire, dans la commémoration, puisque vous êtes peut-être porte-drapeau. Exactement. Mais qui actualise un petit peu ce qui avait été le combat peut-être de, tu cites Paul Vaillant-Couturier qui est devenu communiste après, Henri Barbus c'était pareil. C'est un peu perpétuer ce qu'eux ils portaient, mais avec le contexte d'aujourd'hui, quoi. C'est ça, il y a l'idée de lier le passé au présent, et donc un gros travail de l'ARAC, c'est effectivement le devoir de mémoire qu'on considère qui est important et qui n'est pas assez fait actuellement par le pouvoir en place, qui a tendance même à occulter une bonne partie de ce que c'est qu'avoir été ancien combattant pendant la Première Guerre ou pendant la Deuxième Guerre. Et puis l'ARAC, elle porte un vrai message maintenant, notamment avec les conflits israélo-palestiniens et russe-ukraine. Un vrai débat sur la paix dans le monde qui sortent des logiques guerrières et qui en fait sortent des logiques guerrières, sortent des logiques de nucléaire, de la guerre nucléaire, etc. Et donc on se renouvelle encore maintenant. Et je vois que vous prenez aussi des positions un peu géopolitiques, puisque c'est pas juste la paix comme une incantation un petit peu idéaliste peut-être, mais vous posez quand même des questions un peu plus politiques. C'est-à-dire, j'imagine que vous n'êtes pas neutre politiquement. Non, on n'est pas neutre. L'ARAC est une association, déjà rien que dans son slogan, la solidarité, la paix, l'amitié entre les peuples, l'antifascisme, ça va pas parler à tout le monde. Oui. Mais c'est des valeurs qui nous semblent importantes et qui en fait sont des valeurs qui originellement sont à la base de la fondation des associations d'anciens combattants. Beaucoup d'associations d'anciens combattants ou de mémoire ont oublié un peu ces valeurs. Et donc nous, on a vraiment vocation à se redéployer dans la Vienne et donc à porter un message fort. Et oui, on prend position politiquement, bien entendu. On ne cache pas notre passé qui était très lié au Parti communiste. Donc là, cette association l'ARAC, donc tu disais, c'est une association qui est fondée donc après ou même à la fin de la Première Guerre mondiale, au contraire par exemple de l'ANACRE, qui elle est une association plutôt liée à la Seconde Guerre mondiale et à la résistance, il me semble, qui porte aussi des valeurs d'antifascisme et de lutte contre l'extrême droite. Mais donc du coup là on est sur une association qui du coup ça fait plus de 100 ans qu'elle milite contre la guerre. Alors nous je pense que dans l'équipe de Poitou Presse et donc de Poitou Pop et toute la nébuleuse... Le 30.info, NRC.info, voilà, Ventre Presse, à 20 couillons. À 20 couillons sur Twitch. Donc nous je pense qu'on partage l'idée que quelque part, le capitalisme, quand il est en crise, notamment c'est le cas de la Première Guerre mondiale, c'est vraiment une guerre qui est issue d'une crise du capitalisme qui aboutit à la fin à envoyer les prolos se foutre sur la gueule dans une boucherie absolument abominable pour relancer en fait l'économie, parce qu'on sait très bien que c'est une des manières qu'a l'économie américaine de fonctionner, c'est en faisant tourner l'industrie, le complexe industrielo-militaire. Et donc ça c'est des choses sur lesquelles l'ARAC sensibilise, mobilise, fait de la prévention. C'est des sujets que vous portez ? Oui, complètement, c'est des sujets qu'on porte. Quand on parle de paix, effectivement, on ne parle pas juste de dire vive la paix, quoi. On se dit, ok, la paix, elle rentre dans une logique complète mondiale qui s'oppose au principe guerrier, qui est en vogue, clairement. Enfin, les discours qu'on entend partout sont très guerriers. Et donc, oui, on porte ces valeurs-là de dire il faut désarmer. Enfin, quand on est
une association qui porte le désarmement nucléaire. On n'est pas nombreux en France à porter le désarmement nucléaire, y compris dans notre camp social, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, encore maintenant, encore en 2025, de dire l'armement nucléaire n'est pas une solution, au contraire. Et oui, ça répond à une logique, et cette logique, c'est celle du capitalisme. On n'a pas de mal à nommer le mal qui est à l'origine de la guerre. Et quels sont vos modes d'action? Enfin, comment vous portez ce message? Bon, je vois que vous avez un journal qui s'appelle Le Réveil des combattants. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites? Est-ce que vous êtes présent, je sais pas, par exemple, je sais pas, il y a les rendez-vous d'histoire, par exemple, est-ce que vous allez dans des colloques d'historiens ou des choses comme ça? Ou est-ce que ça reste aussi ou sur le marché peut-être? Alors, pour l'instant, dans la Vienne, en fait, on est une toute jeune association, puisque la RAC a disparu pendant plusieurs années, et donc on est en train de restructurer. Et on a plusieurs pistes d'actions qu'on va mener. Si je prends exemple, par exemple, sur mes camarades du Val-de-Marne, ils ont fait un concert punk il n'y a pas longtemps, donc c'est très loin de l'image qu'on peut avoir des anciens combattants, pour sensibiliser à la lutte contre le fascisme. Et donc, voilà, l'idée, c'est aussi de se rajeunir, pas que dans les discours, mais aussi dans les modes d'action. Ça vient en complément des traditionnelles commémorations, etc., où pour nous c'est essentiel de continuer à aller. On y va avec notre drapeau tricolore, qui mentionne bien la RAC, qui mentionne bien nos camarades, et notre porte-drapeau départemental rajoute en plus le fait que le Conseil national de la résistance est à l'origine de grandes avancées, et donc participe aux commémorations en tenue de conseiller national de la résistance. Donc ça veut dire que vous êtes invité lors des commémorations, ça ne pose jamais de problème. Parce que moi je prends un exemple, alors la question n'est pas anodine, mais moi je donne un exemple. Donc moi mon père et mon frère, bon je l'ai fait quelques fois, on est donc à l'ANACRE, qui est une association, donc comme je le disais, des amis de la résistance, donc c'est des missions qui sont un peu les mêmes. Et je sais que notamment dans le village où j'ai grandi, ils avaient voulu mettre une plaque commémorative à la mémoire de... ça y est, son nom m'échappe, mais un des bras droits du général de Gaulle, là, donc c'est même pas une figure communiste, quoi. C'est, comment il s'appelle déjà, vous l'avez? Leclerc, non? Non, celui qui s'est fait tuer là... Jean Moulin. Jean Moulin, voilà, qui est très connu, désolé. Voilà. Donc ils avaient voulu faire une plaque en disant « Victime de la barbarie nazie ». Donc, qui est quand même pas non plus... Ce qui est sobre. Eh bien, rien que ça a fait tiquer le maire du village, et il n'a pas voulu... il a fait des pieds et des mains. J'ai plus la conclusion s'ils ont réussi à l'installer ou pas, mais je sais que ça avait vraiment fait jaser, etc. Donc on sait que dans des villages, parce que les commémorations, il faut savoir comment ça se passe, quoi. C'est-à-dire qu'on fait souvent des tournées de villages, de petits villages, donc on est confronté à plein de mairies et de maires, des fois de droite, des fois de gauche, des fois on ne sait pas. Et donc peut y avoir des oppositions, quoi. Donc vous avez sur le terrain été confronté parfois à des... Oui, alors dans la Vienne en plus, très récemment on a été confronté par 2 fois à ça, et on n'a pas peur de dire où on a été confronté à ça. Le maire de Saint-Georges-les-Baillargeaux et la maire de Montamisé sont 2 maires qui refusent la présence de la RAC, alors même que notre porte-drapeau vit sur cette commune. Et donc notre porte-drapeau est en plus le président de l'association, donc c'est une association du territoire, et il refuse sous prétexte que seule la FNACA participe à la vie du village. La FNACA, c'est l'association des anciens combattants d'Algérie. Et en fait, nous, on dit, mais en fait, l'association des anciens combattants n'a pas vocation à participer à la vie du village, à organiser. C'est pas un comité des fêtes, quoi. C'est une association de mémoire, principalement, et de lutte. Et donc on est en froid, et c'est pas faute qu'on ait alerté le préfet, que l'association nationale de la RAC ait envoyé des lettres en disant vous ne pouvez pas refuser la présence de nos porte-drapeaux dans les commémorations dans vos villes. On se heurte à des murs complets, et donc on a sollicité plusieurs fois le préfet qui fait du préfet de la Vienne, quoi, donc laisse couler. Très bon article à trouver dans le 30, où on parle du préfet de la Vienne, l'ancien et le nouveau. Parce que justement là, de ce point de vue-là, a priori, en tant qu'association d'anciens combattants, vous êtes de droit en fait. Ah bah bien sûr, puis surtout qu'on a un agrément du ministère de l'Intérieur et de la Défense qui nous reconnaît comme association d'anciens combattants, apte à disposer du conseil juridique pour les anciens combattants. Enfin voilà, on n'est pas qu'une association de lutte. Donc ils n'ont pas le droit de vous refuser l'accès en fait. Ils font du zèle, ils s'arrogent des droits qu'ils n'ont pas, quoi. Complètement, ils se prennent pour le préfet. Sauf que ils n'ont pas le droit effectivement de faire ça. Est-ce que la mémoire fait
peut-être un peu peur, parce que je cite un autre exemple qui a dû être apporté par ton camarade, qui était au stand avec toi. Notamment, par exemple, la commémoration à Châteaubriand, c'est interdit d'avoir le drapeau rouge. Et souvent, les communistes qui veulent rendre hommage à Guy Môquet, notamment, et à d'autres, ils se retrouvent à devoir attendre la fin de la cérémonie officielle pour pouvoir éventuellement poser et faire un hommage un peu plus solennel avec le drapeau rouge, le drapeau de la résistance finalement. C'est refusé. Oui, c'est pour ça que nous à la RAC on a un drapeau tricolore d'ailleurs, c'est pour aussi nous permettre d'accéder. Alors il y a un côté patriotique du devoir de mémoire, et puis il y a l'idée aussi que ça nous permet d'accéder aux commémorations, puisque effectivement les organisateurs des commémorations, qui sont souvent les préfets, refusent la présence d'un drapeau rouge, ce qui n'a pas de sens historique, hein. Enfin, clairement c'est cracher sur la mémoire de nombre de résistants et d'engagés en fait, hein. Je parlais de la FNACA et de la guerre d'Algérie. En Algérie, il y avait aussi des envoyés de force, et la RAC a vocation aussi à leur parler et à les représenter, parce que la FNACA fait un peu l'apologie de la guerre d'Algérie, là où la RAC porte plutôt un discours de paix sur le sujet. Oui, c'est ça, c'est que vous êtes une association qui allait prôner peut-être plus des discours très critiques, que ce soit sur des opérations de défense comme la résistance ou voilà, mais aussi sur un discours critique à l'encontre des conflits qui ont été portés par l'État colonial en Algérie, ou peut-être même en Indochine, ou tout ça. Complètement. Quoi. D'ailleurs, on ne participe pas à la commémoration qui a lieu fin du mois de mai, qui s'appelle en hommage aux morts pour la France en Indochine, puisque pour nous, l'Indochine est une colonie française, et que donc on devrait rendre hommage à l'ensemble des victimes de la guerre du Vietnam, qui ne devrait pas s'appeler d'ailleurs commémoration en Indochine. Mais oui, on porte un message plus grand que d'autres sur ça. Et donc du coup là c'est une question peut-être qui n'a pas forcément de réponse. La réponse est peut-être pas si simple, mais comment on fait pour démilitariser? Comment on fait pour lutter concrètement? Est-ce que par exemple les organisations syndicales des entreprises qui fabriquent des armes dans les docks, etc. On a vu là récemment, il me semble c'est au Maroc, où il y a eu un gros mouvement antimilitariste et où ils ont bloqué dans des ports, ils ont empêché des armes de partir. Est-ce que par exemple les camarades de la CGT dans les docks ou dans les entreprises qui fabriquent des armes aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'on les appelle plus frontalement à se bouger? Est-ce que c'est à tout le monde de le faire? En fait, où est-ce que sont les points de verrou? Où est-ce qu'on a du pouvoir pour essayer de lutter contre les conflits armés, que ce soit en Ukraine et en Russie, ou en Israël-Palestine? Pour moi, au Congo d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que là. Bien sûr, voilà. On cite ces deux-là parce que c'est ceux qui font l'actu et qui sont les plus proches de la France. Mais ceux aussi pour lesquels on est impliqué par la fourniture d'armes aussi. Exactement. Oui. Bon, je pense qu'on a aussi quelques implications ailleurs, mais c'est un autre sujet. Non, mais pour revenir sur la question, je pense que il faut effectivement aller au contact des syndicats dans ces entreprises-là, à Thales, à Dassault. Enfin voilà, il faut pas hésiter à aller au contact des syndicats. D'ailleurs, les syndicats eux-mêmes le font, mais c'est très compliqué parce qu'ils mettent en jeu leur poste aussi quand ils le font. Et donc c'est aussi là le rôle de la RAC, mais d'autres, de prendre le relais des fois sur ce sujet-là. Et puis, de manière plus générale, comment stopper la guerre, si je résume, un très gros trait, en ne produisant plus autant d'armes qu'on en produit, et puis en ayant une politique de sortie du capitalisme. Et je pense que ça, on est... je pense pour le coup une des seules associations de mémoire à porter. Et justement, là tu parles de produire des armes. Je pense qu'on sera peut-être sûrement d'accord sur la réponse que tu vas me donner, mais précisément, disons, qu'est-ce que tu penses disons le fait que comme Trump a décidé de plus subventionner l'OTAN, en gros tous les pays européens ont dit on va compenser ce que l'Amérique nous donnait en nous armant. Alors ça, je pense que tu n'es pas pour, mais en fait ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu, y compris à gauche, des discours qui disent non, il y en a qui disent faut pas réarmer, il y en a qui disent si, il faut réarmer, par contre il faut que ce soit Bernard Arnault qui paye. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Je pense qu'il faut pas réarmer et surtout... même si Bernard Arnault paye. Même si Bernard Arnault paye. Je préférerais qu'il paye mieux ses salariés et qu'il arrête de supprimer des emplois. Et qu'il paye ses impôts. Et qu'il paye ses impôts. Enfin voilà, il y aurait plein de choses. Mais surtout, l'OTAN, en fait, c'est une gabegie. Enfin, il faut en sortir. Et
Et on est très clair sur le sujet. Quand on parle de sortie du nucléaire, on parle aussi de sortie de l'OTAN. À l'ARAC, on est pour que la France sorte de l'OTAN et que l'OTAN cesse d'exister. Et ça, le porter, y compris dans notre camp social, c'est pas simple non plus. Et ça fait partie du combat. Et c'est aussi pour ça que certains maires, d'ailleurs, nous refusent la présence de porte-drapeaux qu'ils considèrent comme trop politique. Mais qui, en fait, nous, on prend la mémoire, et la mémoire complète, et on cache pas ce qu'on veut, quoi. Ouais, parce que je pense qu'il y a une chose, à mon avis, ce que beaucoup, non, mais en tout cas, ton association, j'imagine, porte ça. Alors, pour la Première Guerre mondiale, on n'a plus de témoins, mais je pense que quand on lit des témoignages ou qu'on regarde des interviews de gens qui ont vécu ces choses-là, la guerre, c'est vraiment un truc absolument abominable, quoi. Et donc, de se dire, tous les gens qui disent oui, mais pour préparer la guerre, il faut préparer la paix, il faut préparer la guerre, ce genre de discours complètement ubuesque, de gens qui sont dans des bureaux dont ils sont sûrs eux-mêmes qu'ils seront jamais mobilisés, en fait, ni mobilisables, et donc qui échapperont à ce truc-là, et ils regardent ça de très très loin. C'est vraiment inconsidéré de dire des choses pareilles, quoi. Oui. Et moi je pense que pour préparer la paix, il faut préparer la paix. En fait, c'est juste ça, quoi. Et c'est pas en ayant plus d'armes en circulation qu'on va éviter quoi que ce soit, quoi. Ah oui, je suis bien d'accord. Et je rejoins sur si on veut préparer la paix, il faut préparer la paix, quoi. Et oui, la production d'armes, c'est un drame. Toutes les entreprises, là, parce que souvent il y a des salons de l'armement, etc. Et des fois il y a des journalistes qui vont un peu les titiller en disant, et eux ils se défendent en disant non mais nous on vend des armes à visée défensive, et puis on a des garanties comme quoi à la fin ça finira pas par tuer des Yéménites en Arabie Saoudite, dans le conflit avec le Yémen. Bon, moi j'ai en tête des extraits comme ça, mais en fait c'est lunaire, quoi. On sait très bien, tout est hyper documenté, quoi. À chaque fois qu'un pays qui a eu énormément d'armes en circulation, par exemple, on peut penser à la fin de l'URSS quand le bloc s'est effondré, on sait très bien que une grosse partie de l'armement soviétique s'est retrouvée déversée dans plein de pays, qui a alimenté tout un tas de conflits. Donc augmenter le nombre d'armes en circulation dans le monde, ça ne peut que faire augmenter la probabilité d'avoir des conflits qui éclatent, quoi. Mais complètement, et c'est ce qui se passe en Ukraine actuellement. Enfin, on a un retour du trafic d'armes en force en Europe à cause d'une guerre qui patine et qui fait produire à la France plus d'armes. Et oui, je suis d'accord. Tu veux dire que les armes qu'on livre en fait sont trafiquées, quoi. Enfin, bien sûr. Donnent lieu à des trafics, quoi. Il y en a, et que ce soit des armes françaises ou des armes d'ailleurs, on en retrouve actuellement dans des conflits plus locaux, on va dire, entre gangs, et c'est un vrai problème, quoi. Enfin, on est en train de participer à une hausse de la mortalité, parce qu'au final c'est ça, une hausse de la mortalité, une hausse de la violence avec des armes à feu. Et en fait, juste c'est pas possible, quoi. Enfin, oui, c'est ça, c'est qu'à la fin ça va se retrouver dans des conflits de gangs, comme tu l'as dit, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, c'est ça. Le trafic de drogue, etc. En fait, ça ne peut que... En fait, il faut qu'elles aient un débouché à la fin, ces armes-là. Toutes les munitions qui n'auront pas été utilisées sur le conflit, elles vont se retrouver quelque part, parce qu'elles vont avoir de la valeur, et cette valeur, elle va pas rester comme ça. Non, mais ce que tu disais, c'est très vrai. C'est des gens bien au chaud, qui portent des discours guerriers. Effectivement, quand on écoute les témoignages, dans ma famille, j'ai 2 arrière-grands-pères qui ont résisté, qui étaient dans la 2e division de blindés de Leclerc, et un autre qui était au service renseignement de la France libre. Autant vous dire que aux sorties de la guerre, ils en voulaient plus, quoi. Enfin, ils sont tout faits pour que la guerre n'existe plus, et puis pour que ceux à l'origine de la guerre ils disparaissent. Et ils ont été très au clair sur qui était à l'origine de la guerre, quoi. Bon, alors dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient très au clair sur le fait que c'était les nazis, mais dans d'autres cadres, effectivement, à la Première Guerre mondiale, c'est les industriels, quoi, qui ont envoyé des jeunes de 17 ans se faire tuer. Oui, et puis en plus de ça, on peut très bien. Si on écoute par exemple Yohann Chapoutot ou ce genre d'historiens-là, on peut aussi voir. Si on pense que Lénine il dit l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme, on peut avoir une lecture impérialisme du nazisme avec la volonté des nazis d'aller coloniser les pays de l'Est et d'établir en fait une hiérarchie que nous-mêmes avions établie avec des peuples du sud global, on va dire.
sauf que eux, ils ont essayé de l'appliquer à leurs voisins directs. Oui, et c'est bien pour sûr. ça que, entre guillemets, ça nous a choqué énormément, les Français, etc. Mais en fait, c'était juste une logique d'impérialisme appliquée à des voisins directs avec des logiques contrastationnaires. Et puis ils ont poussé l'impérialisme vraiment très très loin avec des logiques d'extermination systématisées, d'exploitation dans les camps, etc. Mais il ne faut pas non plus se dire que c'était des grands fous et que ça se reproduira jamais nulle part. Bon, de toute façon, on est en train de le voir. Il y a des parties du monde où ça s'est reproduit, des génocides, etc. Et actuellement, il y en a un en cours à Gaza. Mais oui, non, la guerre, moi, c'est pareil dans mon histoire familiale. J'ai un grand-père qui a été dans les trains et le train s'est fait bombarder. Dans son wagon, il est le seul survivant. Clairement, derrière ça te donne pas l'envie de retourner faire la guerre, hein, c'est clair. Hein. Non, mais ouais, c'est un vrai truc et je pense que l'histoire familiale, elle joue aussi dans le devoir de mémoire. Hein. On est de moins en moins à avoir dans nos familles des gens qui ont combattu un moment. Hein. On va avoir quelques grands-pères qui ont été envoyés en Algérie et qui veulent pas trop en parler, mais oui. Non, puis oui, effectivement, il y a encore des logiques génocidaires qui sont en cours. Enfin, le génocide de Gaza, c'est d'ailleurs, la RAC en parle aussi. Hein. On se borne pas uniquement à la France. Peut-être une petite dernière question, je sais pas si tu en as une. Non, vas-y. Tu es élu municipal. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit qui peut être en toi, conflit c'est peut-être pas le bon mot, mais justement, par exemple, c'est assez convenu pour une mairie de dire qu'on va soutenir l'Ukraine. Alors, bon, je dirais qu'en soi, on n'a pas à dire qu'on est contre l'Ukraine, mais souvent le soutenir l'Ukraine, souvent on est sommé, il y a un petit peu. En mettant des drapeaux par exemple au fronton de la mairie. En mettant des drapeaux au fronton de la mairie ou en votant des vœux ou des résolutions qui disent qu'il faut envoyer des armes à l'Ukraine. Est-ce que t'es pas tiraillé parfois de ce genre de choses? Parce que c'est un peu, je crois que la mairie de Poitiers c'est pas prononcé. La mairie de Poitiers c'est plutôt prononcé justement dans un sens un peu bien pensant, on va dire qu'il faut envoyer des armes à l'Ukraine, quoi. Alors je sais pas, il y a eu un vœu qui a été voté de soutien au peuple ukrainien. Ce vœu, il ne mentionnait pas d'envoi d'armes. D'ailleurs, le groupe auquel j'appartiens, et c'est moi-même qui l'ai fait, on s'est exprimé sur ce vœu-là, qui a été mal perçu, je pense, par certains, puisque l'ancien maire a pris directement la parole pour dénoncer les honteux communistes qui soutiennent encore la Russie, sauf qu'on portait un discours de paix. Donc non, il faut garder toutes ses convictions tout le temps et donc mes convictions c'est qu'il faut la paix et que la paix on se donne les moyens de la faire et du coup je pense qu'il n'y a pas de dissonance sur ça. Je participe pas à certaines commémorations comme je le disais, celle de l'Indochine je n'y participe pas parce qu'elle porte un message politique y compris en tant qu'élu tu as le droit t'as un peu une liberté de conscience entre guillemets qui te permet de pas faire des commémorations. Les commémorations sont pas obligatoires pour les élus. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose qu'il faudrait discuter et mettre sur la table un jour mais être au pied du monument aux morts à 8h le matin le 8 mai c'est pas obligatoire. Donc c'est le choix de chacun ou de chacune d'y aller ou de ne pas d'y aller. Exactement. Et d'ailleurs moi je milite pour qu'il y ait le plus d'élus de gauche et puis d'associations de gauche qui soient présents parce qu'en fait on se rend compte que l'autre camp, le camp fasciste, lui est présent et n'a pas de gêne à récupérer. Ils sont présents au monument de la butte des fusillés à Biard où c'est des communistes qui ont été tués. Et le Front National est présent et pose devant les gerbes des communistes. C'est un vrai problème, quoi. Ouais. Mais du coup, là, je reviens sur cette histoire d'Ukraine parce que en fait, quelque part, là, on est sur une guerre d'agression de la Russie qui envahit l'Ukraine. Et du coup, vous, en tant qu'association qui milite pour la paix et le désarmement, en fait, je pense qu'il peut y avoir des gens qui se disent « Bah ouais, mais là, comme c'est une guerre d'agression, il faut militairement aider l'agressé. » Mais en fait, c'est pas forcément une bonne solution. Moi, j'ai pas de solution sur ces sujets-là parce que c'est des sujets qui sont pas si simples que ça. Et du coup, le message que vous portez, c'est comment on fait pour sur un sujet comme ça où on a un pays qui se fait agresser, envahir par un autre. Voilà. Bon, j'imagine que vous allez dire il faut baisser le niveau de violence. Enfin bon.
Il y a forcément baisser le niveau de violence, baisser la livraison d'armes des deux côtés, enfin voilà, et il faut un engagement mondial sur ça. Bon, avec la difficulté sur ce conflit-là que la Russie produit ses propres armes, là où l'Ukraine non. Après, il y a une solution, hein, il existe les Nations Unies. On pourrait, admettons, soyons fous, dire qu'il y a une conférence des Nations Unies et qu'à un moment, les Nations Unies ont une force pseudo-armée, les casques bleus, qui pourraient être envoyés sur le terrain le temps que la conférence des Nations Unies se réunisse. Et tant qu'elle ne s'est pas réunie et tant qu'elle n'est pas conclusive, il n'y a pas de guerre. Et on résout le conflit par la diplomatie au final. Mais là, en l'état, on a la Russie qui a un droit de veto aux Nations Unies. Ce qui, du coup... qui pourrait remettre... C'est une autre question. Non, c'est une autre question. Mais du coup, il y a quand même ce truc-là. Nous, on y est aussi, les Français. Et du coup c'est un vrai sujet parce qu'en fait ce qui est possible assez facilement entre guillemets, par exemple au Kosovo d'envoyer des casques bleus, en fait dans tous les pays qui sont pas membres du Conseil de sécurité c'est assez simple s'ils sont pas amis directs d'un des membres du Conseil, mais du coup c'est vrai que ces 5 pays là donc c'est la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, eux ils ont un espèce de super joker quoi. Oui, on pourrait remettre en question aussi ce droit de veto à un moment. Le droit de veto, il empêche aussi plein de choses. Il empêche l'envoi de casques bleus ailleurs, effectivement, par exemple en Israël. Ouais. On peut pas envoyer des forces de l'ONU parce que les Israéliens sont très copains avec les Américains. Et c'est un sérieux problème. Et ça empêche beaucoup trop de choses, en fait, ce droit de veto-là. Il faudrait un consensus majoritaire et puis on réglerait beaucoup de problèmes. En plus, je pense que clairement, on le voit dans les résolutions qui sont votées aux Nations Unies assez fréquemment, je pense qu'il y aurait un consensus assez fort pour faire tomber cette espèce de conseil de sécurité permanent pour une partie des membres de l'ONU qui pourrait du coup, là on le voit en fait, il y a une impasse avec le conflit russo-ukrainien ou que ce soit là en Israël-Palestine et même ce qui se passe au Congo, on voit qu'il y a de nouveau des conflits un peu partout dans le monde et l'ONU un peu dans une impasse à pas savoir quoi faire. On a des résolutions qui sont votées, des mandats d'arrêt qui sont émis, etc. Et finalement, en fait, on a l'impression de revenir un peu à la Société des Nations, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, je crois que même le secrétaire général de l'ONU le déplore, que de moins en moins de pays écoutent ce que dit l'ONU, alors que ça devrait un peu plus guider que ce que dit l'OTAN dans les faits. Mais on préfère écouter l'OTAN, c'est plus sympa, ça plaît mieux à l'oreille de Macron. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont mieux, quoi. En tout cas, merci Quentin d'être venu répondre à nos questions.